Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre émission avec un ami cinéaste, on pourrait dire ça de Derrière l'image, Olivier Godin. Bonjour Olivier. Allô, bonjour. Hein? Année prolifique, hein? Oui. Hein? Après Irlande Cahier Bleu, voici que tu nous surprends d'une certaine façon, hein? Avec un documentaire. Ouais. Et la suite canadienne. Que j'ai tourné C'est ça, peu en même temps je qu'Irlande pense que c'est Cahier important Bleu. d'expliquer le contexte dans ce cas ici de la suite canadienne. Hein? Oui, exact, parce que c'est pas, je suis pas l'initiateur de ce projet. C'est un peu une commande, en fait, mais une belle commande dans le sens où j'ai eu carte blanche, j'ai pu faire ce que je voulais. Mais c'est un peu la pandémie qui m'a fait ce cadeau-là. La pandémie avec une passe à Adam Kinner. Adam Kinner, qui est le chorégraphe qu'on voit dans le film, qui, en fait, s'est retrouvé avec un projet de danse vraiment intéressant. Mais en raison de la pandémie, toutes les représentations ont été annulées et il y avait toute cette recherche-là et il y a cette bourse-là aussi et il cherchait un moyen de documenter sa recherche, son travail. Ça faisait des années qu'il travaillait sur ça. Et on est des bons amis. Il a fait la musique de mes films. Moi, je le connaissais plus comme saxophoniste. Je savais qu'il faisait de la danse, mais c'est pas trop ma tasse de thé, disons. J'aime le mouvement en général, mais j'aime la danse aussi, mais faut que le cinéma soit pas loin. Ouais. Que... On va en reparler. Hein? et donc voilà, il m'est arrivé avec cette proposition-là. Ça tombait bien parce qu'on venait de finir de tourner la première partie d'Irlande Cahier Bleu, qui est comme une fiction qui se passe à l'hiver et à l'été. Donc, et puis j'ai demandé à Renaud, le directeur photo, si ça il tentait d'embarquer avec moi. Il a dit oui, en tant s'il est disponible. Puis on est parti comme ça. Là, tu avais derrière toi des courts-métrages, 6 longs-métrages de fiction. On en a déjà parlé parce que il semble, tu me diras le contraire si je me trompe, mais que tes longs-métrages de fiction sont extrêmement préparés, hein, travaillés, mis en place et tout. Et là, tu te retrouves devant un objet qui s'appelle le réel. Comment on aborde le documentaire quand on est habitué de faire de la fiction depuis un certain temps? Ben, ce qui est intéressant dans le cas de ce que tu dis, c'est que oui, j'ai fait beaucoup de fiction, mais je les ai fait de manière artisanale avec des équipes très petites. Puis c'est planifié, mais tout est planifié dans une mesure où, en raison des contraintes imposées par, si on peut dire, l'absence de budget ou le petit budget, on est forcé à réfléchir les choses autrement, à trouver des solutions. Et en documentaire, c'est ce qui m'a plu. Non seulement ça m'a plu que quand Adam m'a fait la proposition, ben, quelques jours plus tard, j'étais en train de tourner sans trop savoir. J'avais amené ma caméra, puis plus tard, j'ai commencé à faire du son. Renaud est embarqué, puis on a écrit le film au fur et à mesure. On me voit dans le film en tant que un preneur de son, très mauvais preneur de son d'ailleurs. Donc, tu te débrouilles bien. On viendra surtout si t'es pas de danse. Oui. Mais et ça et toute l'écriture, disons si je peux dire, parce qu'il y a des éléments scénarisés ben ça s'est fait au fur et à mesure. Puis j'ai adoré ça. Ève Duranceau, il y a une scène où on me voit un peu la diriger, ou du moins, puis elle est pas très... puis coopérative. C'est ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimais tellement cette idée-là de créer comme on the fly, disons, puis, excuse-moi, je trouve pas les bons mots, mais... Sur le tas. Sur le tas, exact. Sur le qui-vive, d'être tout le temps sur le qui-vive, puis de chercher que elle a eu comme 3 jours pour se préparer un peu. C'est pour ça qu'elle était super nerveuse. Et j'aimais cette idée-là de la mettre en danger, si je peux dire, d'aller jouer dans ses insécurités d'actrice, puis de les filmer, puis je trouvais que c'était important pour moi de filmer le processus aussi de faire un film et j'ai particulièrement apprécié la flexibilité que permet le documentaire. Ça accueille un peu plus les imperfections, si on peut dire, et que la fiction, on les pardonne un peu en fiction aussi, mais encore plus en documentaire.
Donc, juste pour nous situer, hein, la suite canadienne, qui est peut-être pas connue de beaucoup de gens, est écrit par Michel Perrault. Hein, c'est ce qu'on découvre dans le film, où tu mentionnes musique claire, pleine de vivacité, de fantaisie, où on le retrouve les thèmes de notre folklore, en inspirant un grand ballet, hein, de Ludmila Chiriev, ballet qui a rappelé à son tour toutes les danses au début de la colonie. Hein. exact. Et ça, c'est quand même intéressant. Et oui, tu parlais de qui-vive, oui, tu parlais, on va revenir sur cette volonté de questionner le matériel cinématographique, mais il y a une part d'information. Je veux dire, il y avait une volonté, je pense aussi, de ta part, hein, de poser un regard sur ce ballet qui est un peu à la chevauchée, je veux dire, d'une ancienne époque, hein, les années 50, avec ces grands ballets qui viennent étatiser, comme on le dit dans le film, un peu la culture populaire et la modernité. Oui, ben le ballet en soi, c'est tellement riche qu'il fallait c'est-à-dire que j'avais quand même dans mon objectif, c'était de faire un portrait du projet d'Adam, d'être assez fidèle tout en me permettant d'être ludique, d'être joueur, puis aussi de me moquer un peu de... Je veux pas dire que je me moque d'Adam, mais tu sais, il y a beaucoup d'humour dans la façon dont je dépeins sa démarche et le processus. Mais c'est sûr que c'est tellement riche, puis d'où peut-être l'intervention. Au début, je voulais pas de tête parlante du tout, et après ça, en cours de route, ça nous est apparu pertinent d'Ali Giroux. Elle avait écrit un peu sur Thetford Mines, ouais. Puis on a trouvé ça intéressant de l'avoir, puis quand on a fait l'entrevue, après ça, j'étais comme persuadé que, OK, ça va vraiment servir de mayonnaise pour tout lier les éléments. Puis, dans une certaine mesure, ça va me donner encore plus de liberté parce que ça, comme la matière, si on peut dire, l'information va passer par là. Puis après ça, je vais pouvoir peut-être un peu plus montrer le ballet, montrer le geste, montrer ce qui j'aime l'expression qu'elle utilise, là, ces corps non dociles qui refont le ballet original de Ludmila Chiriev à leur manière. Et je ne sais pas si c'est par des formations professionnelles, mais tous les propos d'Ali Giroux, moi, me ramenaient littéralement au début du cinéma direct. Parce que derrière cette volonté des cinéastes, seulement d'aller dans les cuisines, d'aller chercher notre folklore, puis de le transposer, bien sûr, avec leur vision, mais en conservant l'authenticité dans ce projet de la modernité. Pour moi, je veux dire, il y avait ce premier rapport. Le deuxième élément, puis on va dire, c'est que on découvre plein de choses dans ton film. Le fait, je veux dire, que Mme Chiriev avait demandé à M. Gastonguay, je pense, Gilles Gastonguay. Oui, exact. De former, ou en fait, je ne sais pas si elle, ou en tout cas lui, formait des danseurs à Blacklake, à Thetford Mines, pour sa troupe. Ben, on est dans Mon oncle Antoine, on est dans le terroir québécois. Fait que, je sais pas toi si ça t'est apparu, mais quand on regarde le film, je veux dire, avec un certain détachement, on se dit, il y a vraiment un discours sur la société québécoise à travers aussi ton projet. Ah ben c'est inévitable. Je veux dire, ces années-là, c'est tellement effervescent dans toutes les sphères. Il y a tout un volet sur la danse canadienne, même sur l'évolution de la danse canadienne que j'aurais pu explorer davantage, mais qui n'était pas tant dans le projet d'Adam, qui va un peu selon les mêmes courbes. Il y a comme la transition entre les années 50-60 vers la modernité. En fait, je trouve que Thetford Mines, les orphelinats en particulier, nous permettaient de rebondir vers ça, puis de faire une lecture du ballet encore plus riche, puis encore plus, sans dire problématique, mais en tout cas, on voyait beaucoup plus... plus éclairante. Éclairante, ouais. Il y a
beaucoup plus d'éléments, en fait. Est-ce que tu savais qu'en filmant le ballet canadien, tu étais pour tomber dans tes thématiques du conte oral? Je sais pas, il y a des trucs que j'ai... Parce que ça apparaît à plusieurs moments dans le film. On revient vers cette dimension-là. Je dis, ah ben tiens. Hein? Ça se peut, je serais curieux de t'entendre sur quel aspect dont tu penses. Parce qu'à partir du moment où on mentionne que le ballet était dans les cuisines, appartenait, je veux dire, aux gens qui étaient de l'ordre de l'intime. Puis ça, c'est un élément important. Et qu'eux connaissaient pas les partitions musicales, qui se les transféraient, je veux dire, d'un à l'autre, puis que c'était presque un moment de réjouissance, puis un moment pour former des couples. On est littéralement, finalement, dans le conte oral. On est vraiment dans notre transmission d'un certain savoir, je veux dire, du terroir, qui, oui, s'est étatisé dans certains cas, mais qui ne l'a pas toujours été, qui est devenu une branche de notre culture également. Là. Exact. Mais c'est ça, avoir fait un film un peu plus long, au départ, il y avait cette idée-là de condenser tout, je l'aurais peut-être exploré davantage, surtout côté de la danse traditionnelle. Où on préférait l'interpréter parce que les mouvements qu'on voit dans l'original de la danse canadienne du projet de Ludmilla dans le ballet original, c'est des interprétations de mouvements de la danse canadienne, ce qui est peut-être pas si clair. On le voit un peu le ballet, mais il y a des images d'archives. Ouais. Est-ce que vous aviez beaucoup d'images? En fait, c'est le ballet. C'est juste le ballet qu'on a utilisé qui dure à peu près 8 à 11 minutes, quelque chose comme ça. Il n'est pas si long. Je voulais pas l'utiliser au complet. Je me suis concentré sur certains mouvements. Mais oui, c'est les seules images d'archives qu'on a utilisées, à part les quelques photos de Black Lake et des orphelins. Il y a... Ce film-là, je veux dire, pour moi, il est renversant, intriguant, je veux dire, jouissif à tous les niveaux. Puis on retrouve, je veux dire, malgré... Puis j'ai commencé en disant que c'est un documentaire, mais pour moi, c'est pas un documentaire, c'est un film d'Olivier Godin. Et avec un matériel qui est parfois un peu différent, mais il y a des idées de film en film qui reviennent. Et également, ce rôle et cette place de l'artiste. Parce que dès les premières images du film, tu calmes, je veux dire, tes principales préoccupations. Et là, tu as Ève Duranceau qui nous présente Lumnia Cheliev et qui raconte qu'à son arrivée, il y avait quelque chose qui l'attendait, qu'elle avait sa place dans la société. Puis là, elle a fait toutes les démarches et demandes de visa, puis elle a dit de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, du Brésil au Chili, des États-Unis au Canada. Et je m'assurais toujours d'écrire en grandes lettres « artiste ». Et ce rapport au matériel avec le mot artiste, pour moi, semble avoir un sens important pour toi. C'est sûr que là, ça a un sens important naturellement, mais Ludmilla est tellement un beau et un gros personnage complexe et riche et que on a résisté à d'en faire un portrait, mais tout ce que Ève, on lui fait dire, c'est des choses que Ludmilla a dites en entrevue ou qu'on a trouvé par écrit puis qu'on a réinterprété. Mais c'est sûr que c'est elle, Dali en parle aussi, là, elle est instrumentale dans ce qui est devenu le ballet ici. Elle est fondatrice des Grands Ballets canadiens. Là. Et c'est sûr que sa figure m'intéressait. Et encore là, dans l'idée de montrer le processus, puis monter un ballet, moi, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut exiger, là. Non, exact. Je l'ai un peu vu, mais en même temps, tu sais, Adam, c'est pas quelqu'un qui vient du monde de la danse, ce qui rend ça encore plus intéressant. Et MC, une des chorégraphes qui vient commenter ça, elle met vraiment le doigt sur ça quand elle commente la chorégraphie, sur, disons, l'idée de ce que doit être le ballet, puis ce que Adam propose, puis ça m'intéressait beaucoup je trouvais que ça s'inscrivait aussi dans ma démarche là, par rapport, disons, au cinéma narratif, ou ce que j'aime du cinéma aussi, là, ce côté imparfait, mais tout en étant... Mais comment l'imperfection peut devenir
un gage artistique. Tout à fait, exact. C'est ça l'intérêt, parce que effectivement, on veut pas tout raconter, mais les premières images de ton film sont magnifiques parce que, je veux dire, là, on voit Mulu. Ouais. Qui est habillé là, avec un costume bien particulier. Faut aller voir cette scène-là, qui essaie, je veux dire, de reproduire les pas des grands ballets, et c'est loin d'être convaincant. Donc, Oui. Mais il y a quelque chose de très, très jouissif à voir ça. Exact, mais c'est quand même très beau. C'est très beau. C'est ça, exact. C'est ça puis c'est ce qui est beau aussi, c'est que c'est 5 danseurs qui ont un rapport à la danse, alors que qui est complètement différent. Oui, exact, qui est différent. Alors que quand tu regardes un ballet, mettons, juste les images, mais tout le monde est presque au même niveau. Tu comprends? Il y a cette rigueur-là. Il y a la recherche de la perfection là, dans les ballets. Qu'on retrouve un peu moins chez des 5 personnages. Je crois qu'à la toute fin, ils se rendent compte que malgré leurs imperfections, ils ont pris confiance en eux et qu'ils peuvent arriver, je veux dire, à reproduire quelque chose. Mais il y en a qui ont eu une formation en ballet, mais c'est tous des défroqués aussi. De ce milieu très intense, très toxique aussi. On le voit dans le cinéma populaire contribue à propager cette idée-là, mais quand on regarde, mettons juste la biographie de Ludmilla ou qu'on lit des choses, on se rend compte que oui, c'était vraiment toxique. Ou quand on entend celles qui en parlent. À quel moment, parce que il y a cette volonté chez toi de parler du processus de création, de remettre en question certaines images qu'on a à la fois des ballets, puis à la fois de la création, puis de l'artiste, et ainsi de suite. À quel moment tu t'es senti presque obligé de te mettre toi-même en scène et en danger? Parce que c'est important dans le film. Oui, ben ça s'est un peu fait à un moment donné, tu sais, Renaud, il me demandait est-ce que je te cadre ou je te cadre pas, puis là, à un moment donné, j'ai vu que en participant, je pouvais un peu plus diriger l'action. Une scène, par exemple, déterminante, c'est quand Louise Michel appelle sa mère pour lui demander comment il fallait que je sois là pour prendre le son. J'ai un peu suggéré l'idée, ça serait drôle d'avoir sa voix, mais je devais avoir le micro dans le téléphone pour avoir la voix. Quand j'étais avec Ève puis que je la dirigeais, j'étais même pas sûr que Renaud filmait, mais moi j'enregistrais de toute façon tout le temps. Et là, ça s'est comme imposé, puis après ça, c'est devenu aussi... En fait, il y avait cette idée-là de danse, de la danse, même dans le montage, dans la façon dont je monte. Cette idée-là du jazz, par exemple, d'improviser autour d'un thème qui est très présent. Puis après ça, l'idée de la balançoire aussi, c'était ma façon de danser carrément. Puis aussi, il y a on perçoit, je pense, une vulnérabilité chez tout le monde. Même Renaud, le DOP, quand il a vu le premier montage que je lui ai montré, il était comme, pourquoi tu laisses ces plans-là? Là? Genre, je cherche le foyer pendant comme 15 secondes. Ça me fait... Il comprenait dans le processus, mais il était conscient que ça le faisait un peu mal paraître dans une certaine mesure. Mais je me suis prêté au jeu aussi. La scène de la balançoire, par exemple, j'ai l'air vraiment ridicule. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais elle est intéressante, cette scène-là. Puis tu viens me parler de montage parce que c'est toi aussi qui as monté le film et qui est un peu, entre guillemets, écrite sous des partitions de jazz, hein, parce qu'on revient constamment avec des images, mais sous une nouvelle forme. Hein. Et dans le cas de la balançoire, c'est génial parce que on te voit... En fait, la balançoire, on la voit à 3 occasions. On commence par les pieds. Par la suite, on voit Adam qui est filmé à la balançoire, assis sur la balançoire, et on a la troisième fois où finalement on a l'arrière-scène, hein? Et c'est toi qui danses aussi avec la balançoire. Puis je trouve que cette façon que tu as eue de monter et de tourner cette scène-là représente bien, je veux dire, l'esprit de montage que tu as tenté d'imposer à travers, je veux dire, tout ce travail-là. Oui, c'était important. Puis je pense que ça venait aussi, là je pense un peu à voix haute, mais cette idée-là de faire un projet de danse, ça devient tellement comme intense puis condensé. Puis je pense qu'en montant comme ça, je voulais rendre un peu cette
l'idée de créer dans une bulle cette espèce de ballet. Et quand on y repense à l'expérience, comme un peu l'expérience d'un tournage, ben ça devient très, très flou et très dispersé dans notre tête. Et je pense qu'en le montant comme ça, plutôt que de faire un montage chronologique, j'avais tellement de métrages que ça m'apparaissait judicieux. Puis ça me permettait aussi d'être de digresser encore plus si j'avais envie vers X, Y, Z. T'as beaucoup de montage? T'as beaucoup de tourné beaucoup? Oui, j'ai tourné beaucoup. Oui, combien d'heures? Ben, par jour, ça dépendait. Je pense que plus on avançait, plus j'avais une meilleure idée. Mais souvent, sans dire que je cherchais, mais puis plus on connaissait le ballet aussi, on avait une meilleure idée d'où se placer. Mais souvent, ben, comme en tournage vidéo, tu finis la journée avec 5-6 heures de métrage sur des longues journées. Donc, tu avais beaucoup de plans au cas où, quoi. Au cas où, ouais. Au cas où que ça peut servir un jour. On s'était donné la contrainte avec Adam de faire un film court. J'avais pas envie de faire un film... J'avais la matière pour faire quelque chose de plus long, mais je voulais quelque chose de condensé qui rendait l'expérience d'une manière très intense. Parce qu'Adam il est producteur au film. Lui, il avait un projet, il avait son projet de ballet. Toi, tu as ton projet de film. Est-ce qu'il a été surpris du résultat? parce que lui, il est dans un autre, oui. dans une autre perspective, là. Il veut, bien sûr, puis comme tu le mentionnais, au départ, presque conserver une mémoire de ce qu'il faisait. Et là, toi, tu arrives, tu dis, oui, la mémoire est importante. Puis effectivement, mais cette mémoire-là, on peut aussi, je veux dire, la prendre de plusieurs façons, en rire, la documenter et nous amener en tant que spectateur dans plein de directions. Là. Ouais. Mais je pense qu'il a été surpris, mais assez rapidement, je lui ai dit... Premièrement, on avait quand même un rapport on était en confiance, de complicité, une certaine complicité, mais je lui ai dit, prépare-toi, je crée un personnage à partir de ta véritable essence. Là. Donc, il y a le vrai Adam, mais à travers le filmage et les choix de montage que je vais faire, il y a quelque chose qui va se produire, qui va créer un personnage qui n'est pas tout à fait toi, mais un petit peu, c'est comme une version de toi. Et je pense que ce qu'il a vu, c'est ça quand il a compris ça, il a un peu plus compris puis accepté, disons, de paraître comme il le paraît. Il y avait un peu ça dans Irlande, Cahier bleu, on en avait discuté, où je trouvais qu'il y avait une certaine douceur qui s'installait dans ton cinéma par cette forme d'empathie que tu venais par développer autour des personnages, leur donner une certaine forme d'épaisseur. Et là, finalement, ce qui m'est apparu beaucoup avec la suite canadienne, c'est ce rapport qui était peut-être, pour moi, qui devait être dans tes premiers films, mais qui m'a peut-être moins touché, c'est cette intimité. Puis c'est ça la beauté, finalement, de la suite canadienne. Tu sais, on peut parler de tout ton travail de réflexion sur le cinéma, ce travail, finalement, d'information sur ce grand ballet. Mais au-delà de ça, on sent un amour que tu as pour les gens que tu filmes. Et c'est ce qu'on retient finalement presque de cette expérience-là. Oui, ben c'est des personnages intéressants. Ils sont tous vraiment intéressants. J'aurais aimé ça, passer plus de temps avec chacun d'eux. Mais Adam aussi, je pense que cette idée-là de douceur, c'est tellement un leader positif et doux, justement, et accueillant. Et je pense que ça, le film le rend bien, son écoute. Et ça, tu sais, c'est pas... je suis pas en train de filmer un John Cassavetes ou un John Ford, tu sais, sur l'idée ou je sais pas, il y a du monde, mettons un Ludmila Chiriaev qui dirige, ben, je le parodie un petit peu quand Eve en Ludmila essaye de diriger leur ballet, mais c'est ça, cette idée-là d'accompagner Adam se faisait par la douceur. Mais tu le parodies, mais tu lui rends hommage. Et tu lui rends hommage par le basketball. Ce qui est quand même intéressant. Parce que on découvre dans cette scène qui a l'air totalement anodine, qui était avec Chris Boucher, qui explique, je veux dire, que ce grand joueur se démarque par son corps, entre guillemets, non docile, par sa façon, je veux dire, qu'il a, je veux dire, de marquer des points, mais d'une façon un peu différente. Et ça a l'air totalement
pas inapproprié, mais donc parachuté dans le film. Et finalement, c'est toute une réflexion sur les fameux corps non dociles, sur comment finalement être soi-même, mais dans la différence. Oui, et c'est un bon point que tu amènes. Puis quand Adam, parce qu'Adam aime le basketball, moi aussi, puis quand on en parlait... Puis Irlande Cahier Bleu aussi aime le basketball. Exact. Et Adam, dans sa façon de raconter comment Chris Boucher bouge et joue, il est très... et je voulais filmer la façon dont son corps bougeait. Ah, mais il bouge comme lui. Hein, exact, ça participait vraiment à quelque chose que je trouvais qui s'inscrivait, disons, dans le... Puis je lui ai demandé justement de le raconter à chaque personnage, et ça donne ce moment-là que j'aime vraiment beaucoup. Là, Maxime me dit qu'on a passé à travers tout le temps qu'on avait. Ah, ben, Maxime, un jour, on va faire une rétrospective de 2 heures avec... Okay. Allez voir le film. Il joue, faut aller voir le film. Hein? Il prend l'affiche, en fait, il est depuis hier le 9 jusqu'au 15. Toi, tu vas accompagner le film. Hein? Oui, je vais être là quelques jours. Il va être à la Cinémathèque, il va être au cinéma public, au cinéma moderne. Irlande Cahier Bleu rejoue au cinéma moderne aussi, et dans le cadre du Festival Québec Cinéma. Mais regardez Les Heures, la suite canadienne. Ouais. Bravo. Film magnifique, ludique, qui nous amène, je veux dire, dans plein, je veux dire, de monde auquel on n'avait pas pensé. Puis tu t'amuses en échangeant les costumes, en changeant de rôle, caricaturant les classiques. Du bon Olivier Godin. Merci beaucoup, Olivier. Nous, on vous rappelle également que le livre de Guillaume Lafleur est en librairie. Il va y avoir le 16 février à la Cinémathèque québécoise aussi un lancement du livre pour les gens qui sont intéressés et qui veulent parler avec Guillaume. Et nous, on se retrouve bien sûr toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Merci Maxime, merci à Guillaume, Olivier Godin, Pierre Pajot et bon cinéma.